Ma mère m'a ignorée pendant des années. À Noël, ma sœur a ricané. Tu galères encore avec ta petite start-up? J'ai répondu calmement, je l'ai vendue. Maman a dédaigné. Pour des cacahuètes? J'ai montré mon appli bancaire, 150 millions euros. Sa mâchoire est tombée. Maman est devenue blême. Je m'appelle Axel. J'ai 32 ans. Et l'année dernière, lors du réveillon de Noël, j'ai regardé mon enfance entière basculer en une seule phrase. Ma mère m'a ignorée pendant des années. À Noël, ma sœur a ricané. Tu galères encore avec ta petite start-up? J'ai répondu calmement, je l'ai vendue. Maman a dédaigné. Pour des cacahuètes? J'ai montré mon appli bancaire, 150 millions d'euros. Sa mâchoire est tombée. Maman est devenue blême. Il était 18 heures à Toulouse. La neige tombait doucement, recouvrant les toits de tuiles roses d'un manteau blanc silencieux. J'étais assise dans ma voiture de location, une Peugeot 308 grise, banale, garée à 50 mètres de la maison où j'avais grandi. Le moteur était éteint, mais je n'arrivais pas à bouger. Le froid commençait à s'infiltrer à travers mes vêtements, mais ce n'était rien comparé au froid glacial qui m'envahissait l'estomac. À travers la fenêtre du salon, je voyais la lueur chaleureuse du sapin de Noël. Je voyais ma sœur, Soline, lever son verre de vin rouge, riant aux éclats, la tête renversée en arrière. Je voyais ma mère, Bernadette, ajuster une guirlande, son visage illuminé par cette fierté artificielle qu'elle réservait uniquement aux grandes occasions. De l'extérieur, cela ressemblait à une carte postale parfaite. Une famille française traditionnelle célébrant la naissance du Christ. Mais je savais ce qui se cachait derrière ces murs. Je connaissais le prix de ces sourires. Mes mains tremblaient légèrement sur le volant. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'adrénaline. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai déverrouillé l'écran et j'ai ouvert mon application bancaire une dernière fois. Le logo bleu a clignoté, puis le solde s'est affiché. 9 chiffres. Une somme si absurde qu'elle semblait irréelle. J'ai pris une profonde inspiration, l'air glacé brûlant mes poumons. Je n'étais pas revenu pour la dinde au marron. Je n'étais pas revenu pour les cadeaux. J'étais revenu pour mettre fin à 20 ans de silence, de mépris et d'invisibilité. J'étais revenu pour voir leur visage quand le masque tomberait enfin. On dit souvent que Noël est le moment du pardon. Mais pour moi, ce soir-là, c'était le moment du jugement dernier. Je vérifiais mon reflet dans le rétroviseur. Pas de bijoux ostentatoires. Un simple manteau beige. Une écharpe en laine. Rien ne trahissait la femme que j'étais devenue. Pour elle, je n'étais que la petite Axel, l'échec de la famille, celle qui avait mal tourné. Elle ne savait pas que la femme assise dans cette voiture possédait désormais plus d'argent qu'elle ne pourrait en dépenser en 10 vies. Avant de vous raconter comment j'ai lâché cette bombe de 150 millions d'euros et détruit mon dîner de Noël, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays écoutez-vous cette histoire, et quelle heure est-il chez vous? J'adore lire vos messages, cela me donne l'impression de ne pas être seule face à mes souvenirs. J'ai ouvert la portière. Le vent a fouetté mon visage. Il était temps d'entrer dans la fosse aux lions. Pour comprendre pourquoi ce dîner était une zone de guerre, il faut remonter le temps. Dans la maison de Bernadette, il n'y avait pas de fille. Il y avait la princesse et l'autre. Soline, ma sœur aînée de 4 ans, était l'incarnation vivante de tout ce que ma mère vénérait. Blonde comme les blés, des yeux bleus perçants, une grâce naturelle qui lui permettait de porter n'importe quel chiffon comme si c'était de la haute couture. Dès son plus jeune âge, elle était le centre de l'univers de ma mère. Maman l'inscrivait à des cours de danse classique, de piano, de théâtre. Elle dépensait des fortunes pour l'habiller aux Galeries Lafayette, s'assurant que Soline soit toujours la plus belle de l'école. Et puis, il y avait moi. Axel. Brune, les cheveux toujours en bataille, les genoux écorchés, passionnée par les insectes et les ordinateurs plutôt que par les poupées. Je ressemblais à mon père, un homme doux et silencieux qui avait quitté la maison, ou plutôt fut ma mère quand j'avais 5 ans. Sa trahison semblait s'être imprimée sur mon visage aux yeux de ma mère. Je me souviens d'un après-midi, j'avais 10 ans. J'étais rentrée de l'école en courant, brandissant mon bulletin scolaire. J'avais eu 20/20 en mathématiques, la meilleure note de la classe. Je suis entrée dans la cuisine, le cœur battant d'espoir. « Maman !»« Regarde !» ai-je crié.
Ma mère était assise à table, en train de coudre des perles sur une robe de soirée pour Soline. Elle n'a même pas levé les yeux. Chut, Axel. Ta sœur répète son texte pour la pièce de théâtre. Ne fais pas de bruit. Mais j'ai eu la meilleure note en maths. Elle chuchotait, mon enthousiasme s'évaporant instantanément. Elle a soupiré, posant enfin son aiguille, mais son regard était vide, agacé. C'est bien, Axel. Mais les maths ne te donneront pas de charme. Regarde ta sœur, elle va être la star du spectacle. Tu devrais prendre exemple sur elle. Une femme doit savoir briller en société, pas résoudre des équations. Ce genre de remarques était quotidien. Soline était le soleil, j'étais l'ombre gênante. Soline avait droit aux fêtes d'anniversaire grandioses avec tous ses amis. Mes anniversaires se résumaient souvent à un gâteau acheté au supermarché, mangé à la hâte entre deux rendez-vous de Soline chez l'esthéticienne. On me disait constamment, Soline est faite pour de grandes choses. Toi, Axel, tu es débrouillarde. Tu pourras peut-être devenir son assistante un jour ou gérer ses papiers. C'est bien d'être utile, tu sais. Utile. C'était le seul adjectif positif qu'on m'accordait. Pas intelligente. Pas belle. Pas aimée. Juste utile. Comme un vieil appareil électroménager qu'on garde dans le garage au cas où. Soline, bien sûr, absorbait tout cela comme une éponge. Elle a grandi en croyant qu'elle était une créature supérieure. Elle me traitait comme sa servante personnelle. Axel, va me chercher mon chargeur. Axel, fais mes devoirs de physique, je n'y comprends rien et j'ai un rendez-vous. Et je le faisais. Je le faisais parce que je pensais bêtement que si je me rendais indispensable, elle finirait par m'aimer. Je ne savais pas encore que l'amour ne se négocie pas. Et que certaines mères choisissent leur camp dès la maternité. J'étais le vilain petit canard qui attendait désespérément de devenir un cygne, sans savoir que dans cette famille, les cygnes étaient abattus s'ils osaient voler plus haut que le soleil. Le point de rupture, la première véritable fissure irréparable dans mon cœur, est arrivé l'année de mes 18 ans. C'était l'été après mon baccalauréat. J'avais travaillé comme une forcenée. Les nuits blanches, les litres de café, les week-ends sacrifiés à la bibliothèque municipale. Et cela avait payé. J'avais été accepté dans l'une des meilleures écoles d'ingénieurs agronomes de France, à Bordeaux. C'était mon rêve, combiner la technologie et la terre, trouver des solutions pour l'agriculture de demain. J'ai couru à la maison avec la lettre d'admission, les mains tremblantes de joie. Pour une fois, je pensais que ma mère serait fière. Une grande école. Un avenir brillant. Je l'ai trouvée dans le salon, entourée de magazines de mariage. Soline, à 22 ans, venait de se fiancer avec un certain Julien, un fils de bonne famille qui, selon ma mère, était le parti idéal. « Maman, je suis prise », ai-je annoncé, posant la lettre sur la table basse, écartant un catalogue de robes de mariée. Elle a jeté un coup d'œil distrait au papier. « Ah. C'est à Bordeaux ? C'est loin. C'est l'une des meilleures écoles du pays, maman. Mais les frais d'inscription sont élevés, et il y a le logement. J'ai fait les calculs. Avec l'argent que mamie a laissé pour mes études, ça devrait couvrir la première année et le cautionnement de l'appartement. Ma grand-mère maternelle, la seule personne qui m'avait jamais regardée avec tendresse, était décédée 3 ans plus tôt. Elle avait laissé un compte épargne pour chacune de nous, spécifiquement pour nos études supérieures. Je savais qu'il y avait environ 15 000 € dessus. C'était mon ticket de sortie. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Ma mère a cessé de feuilleter son magazine. Elle n'a pas osé me regarder dans les yeux. Elle a fixé le vase de fleurs artificielles sur la cheminée. « Il n'y a plus d'argent, Axel », a-t-elle dit, d'une voix neutre, comme si elle annonçait qu'il n'y avait plus de lait dans le frigo. J'ai cru avoir mal entendu. « Quoi ? Comment ça ? » Mamie a dit. J'ai dû l'utiliser, m'a-t-elle coupé, le ton devenant défensif. Le mariage de ta sœur coûte une fortune. Les traiteurs, la salle, la robe de créateur. Tu veux que ta sœur ait l'air ridicule devant la famille de Julien ? Ils sont très riches, Axel. Nous devons être à la hauteur. C'est un investissement pour l'avenir de toute la famille. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Tu as pris mon argent, l'argent de mes études, pour payer une fête ?
Ne sois pas égoïste, a-t-elle aboyé, se levant brusquement. Ta sœur va faire un beau mariage. Elle sera à l'abri du besoin. C'est plus important que tes envies de jouer dans la boue avec des tracteurs. De toute façon, tu es une fille intelligente, tu es débrouillarde. Tu peux aller à l'université publique ici, à Toulouse. Tu vivras à la maison, tu économiseras. Pourquoi aller à Bordeaux? C'est un caprice. Soline est entrée dans la pièce à ce moment-là, rayonnante, tenant un voile de dentelle. Maman, regarde. C'est sublime, non? Oh, Axel, ne fais pas cette tête d'enterrement. Tu devrais être heureuse pour moi. Julien va m'emmener aux Maldives pour la lune de miel. Je les ai regardées toutes les deux. La mère qui venait de me voler mon avenir pour acheter des apparences. La sœur qui trouvait normal de cannibaliser ma vie pour nourrir sa vanité. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas avec un fracas, mais avec un déclic froid et définitif. D'accord, ai-je dit doucement. D'accord quoi? A demandé ma mère, surprise par mon calme. D'accord. Je comprends exactement où je me situe. Je suis montée dans ma chambre. J'ai pris mon sac à dos. J'ai mis quelques vêtements, mon ordinateur portable reconditionné, et la photo de ma grand-mère. Je suis redescendue. Où vas-tu? A demandé ma mère. Je vais à Bordeaux. Et je ne reviendrai pas, ne sois pas ridicule. Tu n'as pas un sou. Tu reviendras en rampant dans 2 jours, a-t-elle crié alors que je franchissais la porte. Je n'ai pas répondu. J'ai marché jusqu'à la gare. J'ai pris le premier train de nuit. Je n'avais que 200 € en poche, fruit de babysitting. J'avais peur, j'étais furieuse, mais j'étais libre. Maintenant, je vous pose la question, et soyez honnête, si vous découvriez que votre mère a volé votre héritage pour payer le mariage de votre frère ou sœur préférée, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné ou auriez-vous coupé les ponts comme moi? Dites-le moi dans les commentaires. Les années qui ont suivi à Bordeaux n'ont pas été une promenade de santé. C'était une guerre de tranchées. J'ai vécu l'enfer pour prouver qu'elles avaient tort. J'ai trouvé une chambre de bonne de 9 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur. C'était un placard sous les toits, étouffant en été, glacial en hiver. Les toilettes étaient sur le palier. Je mangeais des pâtes au beurre 6 jours sur 7. Le 7e jour, je m'autorisais un œuf. J'ai dû contracter un prêt étudiant avec un taux d'intérêt exorbitant car je n'avais pas de garant. Pour payer le loyer et rembourser les intérêts, je cumulais 3 boulots. Le matin, de 5 h à 8 h, je faisais le ménage dans des bureaux. La journée, j'allais en cours, luttant pour ne pas m'endormir pendant les conférences sur la physiologie végétale. Le soir et les week-ends, je travaillais comme plongeuse dans un restaurant touristique. Mes mains étaient constamment gercées, brûlées par l'eau chaude et les produits chimiques. Pendant ce temps, grâce à Facebook, j'avais une fenêtre ouverte sur la vie dorée de ma sœur. Je voyais les photos de son mariage féerique payées avec mon argent. Je la voyais poser devant des piscines à débordement à Dubaï, boire des cocktails à Saint-Tropez, exhiber des sacs à main qui coûtaient plus cher que mon loyer annuel. Ma mère commentait chaque photo, ma magnifique fille. Quelle vie de rêve. Tu le mérites tellement. Moi? Silence radio. Pas un appel pour mon anniversaire. Pas une carte pour Noël. Juste le silence. Je n'existais plus. J'étais devenu le fantôme de la famille. Mais dans ce silence, j'ai trouvé ma force. La solitude est un terreau fertile pour l'ambition. Dans ma petite chambre mansardée, entourée de livres et de codes informatiques, j'ai commencé à construire quelque chose. J'ai réalisé que les petits vignobles de la région bordelaise perdaient des fortunes à cause de maladies de la vigne qu'ils détectaient trop tard. J'ai commencé à développer un algorithme. Une intelligence artificielle capable d'analyser des images satellites et des données de capteurs au sol pour prédire les maladies avant qu'elles ne soient visibles à l'œil nu. J'ai appelé ma société Agritech Solutions. Au début, personne ne me prenait au sérieux. Une jeune femme de 24 ans, habillée avec des vêtements de seconde main, qui venait parler de big data à des vignerons sexagénaires? On me riait au nez. On me fermait les portes. Retournez jouer à la poupée, mademoiselle. La vigne, c'est une affaire d'homme. J'ai avalé ma fierté. J'ai persisté. J'ai dormi 3 heures par nuit.
J'ai mangé du pain rassis. J'ai pleuré de fatigue sous ma douche froide. Mais je n'ai jamais appelé ma mère pour demander de l'aide. Le premier client a été un petit viticulteur désespéré dont la récolte était menacée par le mildiou. Mon système a sauvé 80% de sa production. Il en a parlé à son voisin. Le voisin en a parlé à la coopérative. Lentement, puis tout à coup, ça a explosé. Pendant 8 ans, j'ai vécu 2 vies. Le jour, j'étais la CEO respectée d'une start-up en pleine croissance, gérant une équipe de 50 ingénieurs brillants. La nuit, je restais cette fille blessée qui vérifiait compulsivement les réseaux sociaux de sa famille, cherchant une trace de regret qui ne venait jamais. Jusqu'à ce que tout bascule à nouveau. Mais cette fois, dans ma direction. Il y avait, de temps en temps, des interruptions dans ce silence familial. Des appels sporadiques de ma mère. Le numéro s'affichait et mon cœur faisait un bond ridicule d'espoir. Peut-être qu'elle voulait juste entendre ma voix? Allô, maman? Axel? C'est moi. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Ta sœur a eu un petit accident avec sa voiture, rien de grave, mais l'assurance ne couvre pas tout et Julien et, bref, c'est compliqué niveau trésorerie ce mois-ci. Tu pourrais nous virer 500 €? Tu travailles maintenant, non? Dans l'informatique ou je ne sais quoi? Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu? Pas de joyeux anniversaire. Juste une demande. Une taxe sur mon existence. Et le pire? Je payais. Je virais l'argent. 200 € par-ci. 500 € par-là. Pourquoi? Parce que j'étais pathétique. Parce qu'une partie de moi, cette petite fille de 10 ans qui voulait juste qu'on regarde son bulletin de notes, espérait qu'en payant, j'achèterais un peu d'affection. Je pensais, si je les aide, elles verront que je suis utile, comme elles le voulaient. Maman prenait l'argent. Elle disait merci, c'est la moindre des choses après tout ce qu'on a fait pour t'élever, et elle raccrochait. Je restais là, fixant mon téléphone, me sentant sale et utilisée. J'étais leur plan B financier, leur roue de secours invisible. Pendant ce temps, Soline continuait de poster des photos de ses nouveaux achats, légendés, merci mon petit mari chéri pour ce cadeau. Je savais qu'elle mentait. Je savais que c'était mon argent qui payait ses caprices. Mais je ne disais rien. J'attendais mon heure. Le karma, dit-on, est un plat qui se mange froid. Pour Soline, il a été servi glacé. L'année dernière, le château de cartes de ma sœur s'est effondré. Julien, le mari parfait, le gendre idéal, s'est révélé être un escroc doublé d'un coureur de jupons. Il avait accumulé des dettes de jeu colossales et avait hypothéqué leur maison à l'insu de Soline. Quand les huissiers ont débarqué, il s'était déjà envolé pour le Brésil avec sa maîtresse de 20 ans. Soline s'est retrouvée à la rue, avec 2 enfants en bas âge et aucune compétence professionnelle. Elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Son CV était vide. Elle a dû retourner vivre chez notre mère à Toulouse, dans ma vieille chambre d'enfant. La princesse déchue. Mais au lieu de devenir humble, Soline est devenue amère. Toxique. Elle refusait d'accepter sa nouvelle réalité. Elle a commencé à se lancer dans des arnaques pyramidales, vendant des poudres amaigrissantes et des crèmes miracles sur Facebook. Elle harcelait tout le monde pour qu'on rejoigne sa team de gagnantes. Elle postait des citations sur la jalousie des gens et comment elle était une lionne blessée mais pas tuée. Sa chute n'a fait qu'accentuer sa haine envers moi. Car pendant qu'elle sombrait, des rumeurs commençaient à circuler sur le succès de ma petite entreprise à Bordeaux. Elle ne connaissait pas les détails, mais elle savait que je payais mon loyer sans aide. Et pour une narcissique comme elle, voir le bouc émissaire s'en sortir alors qu'elle coulait était insupportable. Ma mère, fidèle à elle-même, a blâmé le monde entier sauf sa fille chérie. Pauvre Soline, elle n'a pas de chance. Les hommes sont des ordures. Axel, tu devrais soutenir ta sœur. Elle traverse une épreuve terrible. Soutenir? Je l'avais soutenue toute ma vie en me faisant petite pour qu'elle puisse prendre toute la lumière. Mais cette fois, l'ombre allait devenir aveuglante. Nous arrivons au mois de novembre dernier. Pendant que Soline tentait de vendre des shampoings qui faisaient tomber les cheveux à ses anciennes amies riches, j'étais assise dans une salle de conférence au dernier étage d'un gratte-ciel à La Défense, à Paris. En face de moi, 6 avocats en costume gris et le PDG d'un conglomérat agroalimentaire américain, l'un des plus puissants au monde.
Il voulait Agritech Solutions. Il voulait mon algorithme. Il voulait mon cerveau. Les négociations duraient depuis 3 mois. C'était épuisant. Ils avaient épluché chaque ligne de code, chaque contrat, chaque facture de ma société. Ils cherchaient la faille pour baisser le prix. Mais je n'avais rien laissé au hasard. J'avais construit cette boîte avec la rigueur d'une survivante. Écoutez, Axel, a dit le PDG américain avec un accent prononcé. Nous sommes impressionnés. Votre technologie est 5 ans en avance sur le marché. Nous voulons conclure aujourd'hui. Il a glissé un dossier vers moi. J'ai ouvert la première page. Mes yeux ont scanné le paragraphe prix d'acquisition. 150 millions €. 150 millions d'euros. Net vendeur. Après déduction des dettes et frais divers. J'ai relu le chiffre 3 fois. J'ai pensé à mes pâtes au beurre. J'ai pensé à mes chaussures trouées d'étudiante. J'ai pensé aux 15 000 € que ma mère m'avait volés. C'était 10 000 fois la somme qu'elle m'avait prise. 10 000 fois. J'ai pris mon stylo Montblanc. Ma main ne tremblait pas. J'ai signé. En sortant de l'immeuble, le vent de Paris m'a semblé doux pour la première fois. J'ai sorti mon téléphone. J'avais envie de crier, de hurler ma victoire au monde entier. J'ai composé le numéro de ma mère. Le pouce suspendu au-dessus de la touche appel. J'imaginais sa voix, c'est vrai? Oh Axel, je suis si fière. Je l'ai toujours su. Et puis j'ai réalisé, ce serait un mensonge. Elle ne serait pas fière de moi. Elle serait fière de l'argent. Elle verrait une nouvelle voiture, une nouvelle maison pour Soline, une nouvelle vie pour elle. Je ne serais toujours que le moyen d'arriver à ses fins. J'ai effacé le numéro. J'ai appelé tante Mireille, la sœur de ma mère, la seule personne de la famille qui m'envoyait des cartes pour Noël et qui me disait de tenir bon. Tante Mireille, c'est fait. J'ai vendu. Elle a hurlé de joie à l'autre bout du fil. Elle a pleuré. C'étaient des larmes sincères. Ne leur dis rien, Axel, m'a-t-elle conseillé, sa voix devenant sérieuse. Pas tout de suite. Protège-toi. Elles sont aux abois. Elle avait raison. Je ne le savais pas encore, mais le piège était déjà tendu pour Noël. Début décembre, l'appel est arrivé. Axel, chéri. La voix de ma mère était sucrée, presque méconnaissable. Comment vas-tu? Ça fait si longtemps. Bonjour maman. Ça va. Écoute, avec ta sœur, on se disait, ça serait merveilleux si tu rentrais pour Noël cette année. On veut réunir la famille. Les enfants de Soline demandent souvent après leur tante. On a réservé une grosse dinde. Allez, fais un effort. C'est le premier Noël de Soline sans Julien, elle est fragile. Elle a besoin de sa petite sœur. J'ai failli rire. Soline n'avait jamais prononcé mon nom sans grimacer. J'ai appelé tante Mireille juste après. C'est un piège, Axel, m'a-t-elle dit sans détour. Soline a des dettes énormes. La banque menace de saisir la maison de ta mère car elle s'était portée garante pour les crédits de Soline. Elles ont besoin d'un co-emprunteur pour restructurer la dette. Elles savent que tu as une entreprise, elles pensent que tu as un salaire correct. Elles veulent te faire signer des papiers entre la poire et le fromage. Tout s'éclairait. Je n'étais pas invitée en tant que fille ou sœur. J'étais invitée en tant que caution bancaire. Une personne saine d'esprit aurait refusé. Une personne qui se protège aurait bloqué le numéro. Mais j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de clôture. J'avais besoin de voir jusqu'où elle pouvait descendre. Et surtout, j'avais une arme secrète dans ma poche. Une arme à 150 millions d'euros. D'accord, maman, ai-je dit. Je serai là. Retour au présent. Je suis sortie de ma voiture de location sous la neige. J'ai marché vers la porte d'entrée en chêne verni. J'ai sonné. La porte s'est ouverte presque immédiatement. Soline se tenait là. Elle portait une robe rouge à paillettes qui semblait un peu trop serrée et beaucoup trop voyante pour un dîner en famille. Son maquillage était épais, essayant de masquer les cernes et les rides d'amertume au coin de sa bouche.
Elle m'a scanné de la tête aux pieds. Son regard s'est arrêté sur mes chaussures. Des bottines en cuir souple, faites main en Italie, d'une marque ultra exclusive que seuls les connaisseurs reconnaissent. Pour Soline, qui ne jurait que par les logos LV ou Gucci en gros caractères, elles devaient ressembler à des chaussures de chez Decathlon. « Ah, te voilà », dit-elle, un sourire en coin. « Tu as mis du temps. Et, c'est ça ta tenue de fête ? Tu es toujours aussi minimaliste. » Bonsoir Soline. Joyeux Noël. Je suis entrée. L'odeur de la maison n'avait pas changé. Un mélange de cire pour meubles et de parfums capiteux de ma mère. Maman est arrivée de la cuisine, essuyant ses mains sur un tablier brodé. Axel. Tu as mauvaise mine, ma pauvre. Tu es grise. Tu manges assez à Bordeaux ? On dirait que tu sors d'une maladie. C'était leur technique habituelle. L'attaque passive-agressive sur l'apparence pour me déstabiliser d'entrée de jeu. Je vais très bien, maman. J'ai juste beaucoup travaillé. Travailler. C'est tout ce que tu sais faire, soupira-t-elle en m'embrassant à peine sur la joue. Regarde ta sœur, elle se bat pour élever 2 enfants seuls, elle lance son business, et elle trouve le temps d'être magnifique. Prends exemple. Je me suis retenue de lever les yeux au ciel. J'ai tendu mon cadeau. Une petite boîte orange. Hermès. À l'intérieur, un carré de soie vintage d'une valeur de 400 €. Maman a ouvert le paquet. Elle a touché la soie, a regardé l'étiquette discrète. Oh. C'est gentil. La couleur est un peu terne, non ? C'est de la vieille collection ? Tu as dû trouver ça dans une friperie. Enfin, c'est l'intention qui compte. Elle a jeté le foulard sur le canapé comme un vieux torchon. Soline m'a tendu son cadeau avec un grand sourire commercial. Tiens, petite sœur. C'est pour toi. J'ai ouvert l'enveloppe. C'était un bon de réduction de 15% pour acheter ces produits amaigrissants. Je me suis dit que tu en avais besoin, dit-elle en me pinçant le bras. Tu as pris un peu de hanche, non ? Et ta peau est terne. Ces produits vont changer ta vie. C'est le top du top, toutes les stars les utilisent. Tu devrais devenir ma cliente, je te ferai un prix famille. J'ai regardé le bon de réduction. J'ai regardé ma sœur. J'ai souri. Merci Soline. C'est très attentionné. Le décor était planté. Les actrices étaient en place. La tragédie pouvait commencer. Nous sommes passés à table. La nappe était blanche, la vaisselle en porcelaine de Limoges sortit des placards. Le foie gras a été servi. Dès les premières bouchées, la conversation a tourné autour de l'argent. Ou plutôt, du manque d'argent déguisé en opportunité d'affaires. Alors Axel, a commencé ma mère en se servant un grand verre de vin. On parlait avec Soline de son projet. C'est révolutionnaire. Elle veut ouvrir un centre de bien-être holistique. Avec ses produits, des machines UV, tout ça. Elle a déjà le business plan. Soline a hoché la tête vigoureusement, la bouche pleine de pain. Exactement. C'est une mine d'or. Il me manque juste un petit apport pour débloquer le prêt bancaire. Les banques sont si frileuses en ce moment, c'est ridicule. Elles ne soutiennent pas les femmes entrepreneurs. Elles m'ont regardé toutes les deux. Le piège se refermait. Et on s'est dit, a continué ma mère, sa voix devenant mielleuse, que tu pourrais aider. Tu n'as pas d'enfant, pas de mari, pas de maison à payer. Tu dois bien avoir un peu d'économie avec ton travail d'ordinateur, non ? C'est l'occasion pour toi de faire partie de quelque chose de grand. D'investir dans ta famille. J'ai posé ma fourchette. J'ai pris une gorgée d'eau. Combien ? Ai-je demandé. Soline a échangé un regard avide avec maman. Oh, pas grand-chose pour commencer. Il nous faudrait juste une signature pour garantir un prêt de 50 000 €. Et peut-être 10 000 € en cash pour les frais de dossier. Elle ne demandait pas de l'aide. Elle demandait ma ruine. Elle voulait que je mette mon nom sur une dette qu'elle ne rembourserait jamais, pour un projet voué à l'échec. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit calmement. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. La température a chuté de 10 degrés.
Comment ça, tu ne peux pas? A sifflé Soline. Tu ne veux pas, c'est ça? Tu as toujours été une égoïste. Maman t'a nourri, logé, et voilà comment tu la remercies? Soline a raison, a renchéri ma mère, le visage durcissant. C'est une honte. On te tend la main, on t'offre une opportunité, et tu nous craches dessus. Tu préfères garder ton petit argent pour toi, dans ton trou à rats à Bordeaux? La colère commençait à monter en moi, chaude et puissante. Ce n'est pas une question d'égoïsme, ai-je répondu, ma voix restant stable. C'est une question de bon sens. Ce projet n'est pas viable, Soline. C'est une arnaque pyramidale. Soline a explosé. Elle a frappé du poing sur la table, faisant teinter les verres en cristal. Qui es-tu pour me juger? Hein? A-t-elle hurlé, le visage rouge de rage et de vin. Moi j'essaie de construire un empire. Et toi? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu joues avec des plantes et des ordinateurs. Tu es jalouse. Tu es jalouse parce que j'ai été mariée, j'ai eu une belle vie, et toi tu es seule et misérable. Elle s'est penchée vers moi, un sourire cruel aux lèvres. Allez, dis la vérité. Tu galères, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu ne veux pas payer. Tu es fauché. Ta petite start-up de fermier, elle ne rapporte rien. Tu es un échec, Axel. Tu l'as toujours été. Maman a ricané, se resservant du vin. Laisse tomber, Soline. On ne tirera rien d'elle. Elle doit gagner le SMIC à tout casser. Qu'elle garde ses centimes. Voilà. Elles y étaient. Le mépris total. L'humiliation finale. Elle venait de franchir la ligne rouge. J'ai souri. Un vrai sourire, froid et tranchant comme une lame de rasoir. J'ai essuyé le coin de ma bouche avec ma serviette. J'ai regardé Soline, puis ma mère. Le temps semblait ralentir. Je savourais chaque seconde de ce qui allait suivre. Tu as raison sur un point, Soline, ai-je dit, ma voix coupant le silence comme un fouet. Je ne travaille plus sur ma start-up. Soline a émis un petit rire triomphant. Ah! Je le savais. Tu as fait faillite. Maman, elle est au chômage. C'est pathétique. Non, ai-je continué, sans quitter ses yeux du regard. Je n'ai pas fait faillite. Je l'ai vendue. Maman s'est arrêtée, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Elle m'a regardé avec un mélange de doute et de dédain. Tu l'as vendue? A-t-elle répété, le nez froncé comme si elle sentait une mauvaise odeur. Et alors? Pour combien? Quelques milliers d'euros? De quoi payer tes dettes? C'est pour ça que tu ne veux pas nous aider, tu as vendu pour des cacahuètes et tu as tout dépensé? Soline a ricané. Une appli pour regarder pousser le raisin. Qui achèterait ça? Allez, dis-nous. Tu as touché combien? 20 000 balles? C'est le prix d'un de mes anciens sacs à main. J'ai lentement glissé ma main dans la poche intérieure de mon manteau, qui était resté sur le dossier de ma chaise. J'ai sorti mon iPhone. J'ai ouvert l'application de ma banque privée. La reconnaissance faciale a déverrouillé l'écran instantanément. J'ai posé le téléphone au centre de la table, entre le plat de dinde et la corbeille à pain. L'écran brillait intensément dans la pénombre du salon. Regardez, ai-je ordonné. Soline s'est penchée, plissant les yeux. Maman a ajusté ses lunettes de lecture qui pendaient à son cou. Elles ont lu le chiffre. 150 450 000 €, j'ai vu le moment exact où l'information a atteint leur cerveau. C'était comme voir un court-circuit en direct. Les yeux de Soline se sont écarquillés démesurément, manquant de sortir de leurs orbites. Sa bouche s'est ouverte, sa mâchoire tombant littéralement, laissant voir sa langue inerte. Le rictus de mépris qui était sur son visage une seconde plus tôt s'est figé en un masque de choc absolu. Maman a laissé échapper son verre. Il a heurté l'assiette mais ne s'est pas cassé, roulant sur la nappe et renversant une tache de vin rouge sombre qui s'étendait comme du sang. Elle ne l'a même pas remarqué. Son visage s'est vidé de tout son sang, devenant d'une pâleur cadavérique. Elle a porté une main tremblante à sa poitrine. C'est quoi ça? A bégayé Soline, sa voix montant dans les aigus, brisée. C'est un bug? C'est une fausse appli?
C'est une blague? Ce n'est pas une blague, ai-je répondu, en reprenant mon téléphone pour le remettre dans ma poche. C'est le montant net, après impôt, de la vente de mon entreprise la semaine dernière. 150 millions d'euros. Le silence est retombé. Un silence lourd, épais, suffocant. On n'entendait plus que le crépitement du feu dans la cheminée et la respiration sifflante de ma mère. 150 millions. A murmuré ma mère, comme si elle essayait de goûter les mots, incapable de comprendre l'ampleur de la somme. C'était plus d'argent que toute notre lignée n'en avait jamais vu. C'était le pouvoir absolu. Et c'était dans la poche de la fille qu'elle avait traitée d'inutile toute sa vie. J'ai croisé les bras, me sentant plus grande, plus forte que jamais. Alors, maman? C'est toujours des cacahuètes? La réaction qui a suivi restera gravée dans ma mémoire comme la définition même de l'hypocrisie humaine. Il a fallu environ 60 secondes pour que le choc laisse place à l'avidité. J'ai vu la lueur dans les yeux de ma mère changer. Ce n'était plus du mépris. C'était une faim dévorante. Elle s'est levée brusquement, renversant sa chaise, et s'est précipitée vers moi. Axel. Ma chérie. Ma petite fille. Elle a essayé de m'entourer de ses bras, dégageant une odeur de vin et de désespoir. Je savais. Je l'ai toujours dit. Je savais que tu étais un génie. Tu es la fierté de cette famille. Je suis restée rigide comme un piquet, ne rendant pas son étreinte. Soline, elle, s'est mise à pleurer. Des larmes de crocodile instantanées. Oh mon Dieu, Axel. C'est incroyable. C'est un miracle. Tu nous as sauvés. Tu as sauvé la famille. Elle a attrapé ma main, la serrant fort. Tu imagines ce qu'on peut faire? On peut payer la maison, les dettes. Je peux lancer mon spa, mais en grand. Un réseau international. On sera partenaires, toi et moi. Les sœurs invincibles. Je m'occuperai de l'image, tu mettras l'argent. C'est le destin. C'était fascinant et répugnant à la fois. 5 minutes plus tôt, j'étais une ratée égoïste. Maintenant, j'étais le Messie. Elle ne voyait pas Axel. Elle voyait un chéquier ambulant. J'ai repoussé doucement mais fermement ma mère. J'ai retiré ma main de celle de Soline comme si elle était contagieuse. Arrêtez, ai-je dit froidement. Quoi? Demanda ma mère, un sourire figé et incertain sur les lèvres. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? On fête ça. Il faut ouvrir le champagne. Il n'y a pas de on, maman. Il n'y a pas de famille. Je me suis levée, dominant la table. Vous venez de me traiter de ratée. Vous vous êtes moqué de mes chaussures, de mon travail, de ma vie. Vous m'avez invité ici uniquement pour me piéger et me faire payer vos dettes. Et maintenant, parce que vous avez vu un chiffre sur un écran, vous m'aimez? Mais non, enfin, protesta Soline, l'air faussement outré. On t'a toujours aimé. On est sœurs. On se taquine, c'est tout. Tu appelles ça taquiner? Ai-je ri, un rire sans joie. Maman a volé l'argent de mes études pour ton mariage, Soline. Tu te souviens? 15 000 euros. Tu sais ce que j'ai dû faire pour survivre? J'ai lavé des toilettes pendant que tu bronzais aux Maldives avec mon argent. Le visage de ma mère s'est durci. C'est du passé, Axel. Ne sois pas rancunière. On fait des erreurs. L'important c'est aujourd'hui. L'argent doit rester dans la famille. C'est la tradition. La tradition? J'ai ramassé mon sac à main. La tradition dans cette famille, c'est que je suis invisible. Eh bien, félicitations. Je vais redevenir invisible. Et mon argent avec moi. J'ai marché vers la porte. Derrière moi, le chaos a éclaté. Tu ne peux pas partir comme ça, a hurlé ma mère, sa voix perdant toute douceur. Je suis ta mère. Tu me dois le respect. Tu me dois cet argent. Je t'ai élevé. La loi t'oblige à t'occuper de tes parents. Axel. Reviens, criait Soline. Ne sois pas une garce. Mes enfants ont besoin de cet argent. Tu vas les laisser à la rue?
Je me suis retournée une dernière fois, la main sur la poignée de la porte. Le vent froid s'engouffrait déjà dans le couloir. Tes enfants sont ta responsabilité, Soline. Pas la mienne. Et maman, tu as dit tout à l'heure que j'avais vendu pour des cacahuètes. Désolée, je ne peux pas vous aider avec des cacahuètes. J'ai claqué la porte. Le bruit a résonné comme un coup de feu. Je suis montée dans ma voiture. Mes mains tremblaient, mais cette fois, c'était de soulagement. J'ai démarré et j'ai roulé sans me retourner, laissant derrière moi la maison illuminée qui abritait tant de noirceur. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La cupidité ne s'arrête jamais aussi facilement. Une semaine plus tard, de retour à Bordeaux, j'ai reçu une lettre recommandée. Une mise en demeure d'un avocat. Ma mère et Soline me poursuivaient en justice. Elles invoquaient l'article 205 du Code civil français, l'obligation alimentaire. Les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin. Elles réclamaient une pension mensuelle de 5 000 € chacune, plus une somme forfaitaire de 500 000 € pour préjudice moral et abandon familial. J'ai lu la lettre et j'ai éclaté de rire. Elles pensaient vraiment pouvoir gagner ? J'ai engagé le meilleur avocat de Paris. Un requin qui déteste les profiteurs. Nous avons contre-attaqué. Nous avons prouvé que ma mère avait détourné mon héritage mineur, l'argent de ma grand-mère. Nous avons prouvé que Soline avait organisé son insolvabilité pour échapper à ses créanciers tout en cachant des actifs. Nous avons déterré des années de négligence. Face aux preuves accablantes de fraude fiscale concernant Soline, leur avocat a conseillé d'abandonner. Le juge a tranché. Au vu de ma fortune, j'ai été condamnée à verser une pension alimentaire minimale à ma mère, car elle était effectivement ruinée. Savez-vous combien ? 300 € par mois. Juste de quoi payer l'épicerie de base. Et pour Soline ? Rien. Elle était jeune et apte au travail. Le juge lui a suggéré de trouver un emploi réel. Aujourd'hui, 1 an a passé. La maison de famille à Toulouse a été vendue aux enchères pour payer les dettes de Soline. Ma mère vit désormais dans un petit appartement HLM en banlieue. Elle n'a plus de jardin, plus de grande cuisine pour impressionner les voisins. Elle passe ses journées à se plaindre à qui veut l'entendre de sa fille ingrate qui l'a abandonnée malgré ses millions. Soline a dû prendre un travail. Elle est caissière dans un supermarché. Ironiquement, c'est le même supermarché où elle achetait ses gâteaux d'anniversaire bas de gamme pour moi quand nous étions petites. Elle n'a plus de temps pour ses arnaques pyramidales. La réalité l'a rattrapée. Quant à moi, je vis toujours à Bordeaux, mais je n'habite plus dans une chambre de bonne. J'ai acheté un magnifique vignoble que je gère avec passion. J'ai aussi créé une fondation qui offre des bourses d'études aux jeunes filles issues de milieux défavorisés qui veulent devenir ingénieurs. J'ai acheté une petite maison en Provence pour tante Mireille, avec une vue sur les champs de lavande, comme elle en avait toujours rêvé. Elle est la seule famille qu'il me reste, et c'est amplement suffisant. Je n'ai plus jamais parlé à ma mère ni à Soline. Mon avocat gère le virement automatique de 300 € chaque mois. C'est le prix de ma tranquillité. Ce soir de Noël, dans cette voiture froide, je pensais avoir tout perdu. En réalité, je m'apprêtais à tout gagner. J'ai gagné ma liberté. J'ai gagné ma dignité. Et j'ai appris une leçon inestimable que je veux partager avec vous. L'argent ne change pas les gens. Il ne fait qu'amplifier ce qu'ils sont déjà. Il a rendu ma mère et ma sœur encore plus monstrueuses. Mais il m'a permis, à moi, de devenir la femme que j'étais destinée à être, libre. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne valez rien. Ne laissez jamais votre famille définir votre avenir. Parfois, il faut brûler les ponts pour éclairer son chemin. Merci de m'avoir écouté. C'est mon histoire. C'est ma victoire. Et vous ? Avez-vous déjà réussi à prendre votre revanche sur ceux qui ne croyaient pas en vous ? J'aimerais vraiment lire vos histoires de triomphe dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. Joyeux Noël à tous, et souvenez-vous, la meilleure vengeance, c'est un succès retentissant.